sais pas si vous m'entendez avec le micro. Merci d'être venu pour ce meetup numéro 28 chez Tucantuco. Ce soir, on aura deux talks. Un de Maxime, qui là-bas. Et il va nous parler de The Case of React Native Offline First. Et on va commencer par Christophe, qui est ici, Christophe Rosset. Et il va nous parler d'un nouveau projet qui va vous apprendre à commencer avec React. Et voilà, sinon, quelques petits mots. On organise la React Talk, comme vous le savez, peut-être. Bon, c'est presque complet, mais il y a encore quelques places pour les workshops. Si vous voulez. Il y aura un workshop React Native, un workshop Movex et un workshop React.js. Et un workshop GraphQL aussi. Voilà. Il y a des gens qui font du GraphQL aussi. Voilà, sinon, pour la conférence, il y aura. Normalement, il devrait y avoir quelques grosses annonces pendant la conférence, surtout sur React Native. Vous allez voir, il y a un projet qui est vraiment incroyable. Ce sera présenté par ce gars-là, Vincent. Un projet de ouf, vous allez voir. Et sinon, il y a pas plus de talk intéressants. Donc, je vais laisser la parole à Christophe qui est là. Je vous souhaite une bonne soirée. Il y a Yann normalement qui est censé faire. Il y a Yann normalement qui est censé faire une presse. Yann de chez Tucantuco. Non, tu veux pas? Ah non. Ok. Bon, voilà. Il y a quelqu'un de chez Tucantuco qui veut dire quelques mots? Non. Ok. Bon, Tucantuco ils font de la data viz. Vous êtes David, non? Tu voulais pas dire un truc sur je sais pas. Comme tu veux. Non. Ok, bah merci à Tucantuco, c'est eux qui vont. C'était dire trois mots. Donc, c'est produit ici un produit data viz, donc qui est vraiment à visualiser. Et pour développer ça en technoflow web. C'est pareil, mais c'est quand même un peu vraiment le jeu. Et beaucoup d'étroit. Et du coup, voilà, comme on dit souvent, on s'en fout, parce qu'on est en train de mettre aussi la base. C'était pas besoin de voir, moi, Sophie, José, à la fin. Est-ce qu'il y a des gens qui font du D3 ici? D3.js? C'est une ville aux États-Unis qui est. Ok, bon, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais laisser la parole à Christophe pour débriefer cette partie. Merci. Alors, bonsoir à tous et merci à Tucantuco de nous accueillir ce soir. Et donc, je m'appelle Christophe Rosset. Vous pouvez me trouver sur Twitter et GitHub sous le pseudo de Toffman. Et ce soir, je vais vous présenter mon dernier projet, NPM Registry Browser. Et plus que ça, je vais vous présenter pourquoi j'ai fait ce projet. Donc, c'est parti d'un constat, comme quoi nous, développeurs, pour notre veille, pour l'apprentissage de notre métier, on a accès vraiment à beaucoup de contenus de qualité sur beaucoup de sujets, très pointus, aussi bien payants que gratuits, sous plein de formes, que ce soit des livres, des posts de blog, des tutoriaux vidéo, même voir des posts Stack Overflow, des posts de forum. Et ça ne se limite pas à du contenu online, hein. C'est aussi, des communautés dans la vie réelle, comme ce soir, au Meetup. Je suis en train de vous présenter un talk, et puis on en discutera plus tard. C'est aussi des conférences, comme React Europe, Best of Web, qu'on verra plus tard.
Ce qu'il y a, c'est que cependant, en discutant, enfin, en ayant échangé pas mal avec des développeurs, que ce soit au travail ou justement dans des meet-ups ou par Twitter ou sur mon blog, du coup, la difficulté n'est pas de trouver ce contenu de qualité, mais plus d'en faire la synthèse. Parce que souvent, ce qu'il y a, c'est que on se trouve avec ce tutoriel qui va vous expliquer comment mettre en place le routeur, comment faire le setup de Jest, comment mettre en place votre VS Code, comment mettre en place Travis. Mais là, ce qu'il y a, c'est que souvent ensuite, le développeur il se retrouve à comment est-ce que je fais communiquer mon routeur avec mon gestionnaire d'état et comment ensuite est-ce que je teste ça, et une fois que j'arrive à tester ça, comment est-ce que je lance mes tests dans Travis, et une fois que j'ai réussi à tester ça, comment je déploie tout ce bazar dans mon Docker. C'est ça la difficulté en fait, et d'arriver à prendre un certain recul et de mettre tout ça ensemble. Donc le but était un exercice que j'avais déjà fait dans des projets précédents, mais plus orienté vraiment React et une application React comme on en fait au taf, quoi. C'est vraiment en gros avoir un projet référence avec toutes les contraintes qu'on a au taf. Parce que c'est que moi, en tant que lead dev, ça m'est arrivé plus d'une fois de dire à des devs dans mon équipe, tu vois, pour mettre en place le routeur, tu vas voir sur le projet, les commits sont bien identifiés, sont bien identifiables, tu peux les voir, tu peux reprendre step by step, et tu vas t'y retrouver. Ou pour mettre en place la config Webpack, tu peux la reprendre sur ce projet-là. C'est bien documenté. C'est bien documenté. Tu peux la reprendre. Qui n'a pas déjà fait ça? Donc, le config Webpack est bien documenté. Ça existe? Non? On verra ça plus tard. Mais enfin voilà. En gros, faire ce genre de choses. Et donc avoir en gros un projet référence et puis le partager avec d'autres personnes, et puis aussi pouvoir parler de bonnes pratiques dont j'ai parlé. Donc il a fallu commencer par trouver une idée. Qu'est-ce que je vais faire avec ce projet? Donc comme vous l'aurez compris, une idée, donc un projet qui sera juste au bout du compte un prétexte pour exposer des bonnes pratiques, intégrer diverses technologies. C'est juste ça. Et donc, alors, bon, il faudrait qu'il ait des fonctionnalités d'une application qu'on a dans la vie réelle, qu'on a tous développé un peu au taf. Typiquement, il faudrait qu'il appelle une API externe, que cette API externe ait des choses intéressantes à nous dire, un peu plus que la météo, par exemple, ce serait plus sympa. Donc déjà, trouver une API publique qui dit des choses intéressantes. Pour du Bitcoin, chercher ça. Une utilisation de librairies tierces comme un routeur, un UI kit tel que Bootstrap, Material UI ou que sais-je, un client HTTP, puis la liste peut s'allonger, parce que on ne part jamais from scratch et on recode jamais tout. C'est justement
c'est justement ça qui peut être compliqué dans ce genre de projet, c'est d'arriver à intégrer des librairies. Et puis, bon, bah, aussi, qui gère le bruit, parce que bah, on est en 2018. Et aussi, je me suis mis des diverses contraintes, telles que il faut qu'on ait une très bonne expérience développeur, j'y reviendrai. Il faut que ce projet tienne en compte des contraintes de travail en équipe, typiquement un bon linter, qu'on se fasse engueuler dès qu'on écrit du code de travers, un bon linter avec typiquement vous faites du React avec donc ESLint, avec la config Airbnb, ce genre de choses. Un formateur, Prettier, qui utilise Prettier ici. C'est bien. Utilisez Prettier. Parce que bon, comme ça, au moins, dans une équipe, au moins, lors des PR, lors des code reviews, vous aurez pu vous engueuler avec les personnes de vos équipes pour est-ce qu'il faut un point virgule là ou pas, est-ce qu'il faut retourner à la ligne pour une accolade. Non, c'est comme ça. Point. Et on se concentre sur l'implémentation. Donc, Prettier. Ce genre de choses. Avoir des mobs d'API, parce que souvent, le back-end, souvent on a deux équipes, le back-end et le front-end qui n'avancent pas en même temps, pour pouvoir moquer le serveur. Pour pouvoir avoir confiance dans son code, avoir des tests unitaires, des tests end-to-end. Automatiser tout ce que j'ai évoqué au-dessus, à l'aide de CI tels que Travis, Cypress pour les tests end-to-end, automatiser le déploiement aussi. Et enfin, comme j'ai dit au début, de la bonne documentation. Aussi bien par documentation, j'entends l'IRENI, mais aussi des commentaires corrects dans le code qui expliquent, parce que ce projet aurait un but pour faire didactique, quand même, pour expliquer les bons design patterns, ce genre de choses. Alors, je vous parle de ce projet. Commençons un peu, voyons voir quelques livres. Donc ça c'est le repo du projet. Je vous parlais de documentation, donc voilà le REMI. Donc un REMI qui doit avoir typiquement une introduction qui raconte un petit peu ce que fait le projet, quelques infos, les prérequis. Ensuite, on va bien comment l'installer. Donc je parlais de développeur expérience tout à l'heure. Donc comment installer? Ça doit être simple. Un git clone, un npm install. Comment le lancer? Ça doit être un npm start. Comment le builder? npm run build. Et comment le tester? Ça doit être npm test. Parce que nous sommes des développeurs. Et ça, on va à peine le lire. Là, le reste, on ne va pas le lire, n'est-ce pas? On est des développeurs, on ne lit pas la documentation. Il y a plein de choses intéressantes que j'ai écrites, comme vous pouvez le voir. Vous voyez la petite scrobale, il y a quoi, c'est intéressant. Mais on sait très bien, il faut que ça marche tout seul, il faut que ça marche d'instinct. Donc c'est comme ça qu'il faut que ça aille. Donc j'espère que vous irez lire un peu plus bas. Quand même, si vous touchez à mon projet, il y a des choses intéressantes un peu plus bas. Entre autres, sur comment lancer les tests, juste les tests unitaires, en mode wash, les tests end-to-end, les tests end-to-end en mode debug, comment marche le mock, comment enregistrer des mocks, plein d'autres choses. Et puis il y a un autre markdown
où j'ai noté justement les divers problèmes que j'ai rencontrés. Mais encore une fois, je ne vous inquiéterai pas pour ne pas l'avoir. Et bon, assez lu de documentation, hein, parce qu'encore une fois, on est des développeurs, hein, la démo. Quoi. Donc, bon, je pense qu'on connaît tous NPM, je ne vais pas vous le présenter. Et vous connaissez tous NPM.js, Yarn, tous les sites qui permettent de rechercher, de faire de la recherche de packages, et d'afficher les détails de ces packages. Donc là, en gros, l'API sur laquelle je tape, c'est tout simplement l'API du CLI de la ligne de commande NPM que vous utilisez dans votre terminal. C'est celle-là sur laquelle je tape pour faire ma recherche et pour aller chercher d'autres infos. Donc là, typiquement, là, vous avez vu la recherche, cette recherche-là. Et si je regarde, si je vais chercher les détails, donc là, je récupère des infos, pareil, du CLI. Donc des infos telles que le README, donc le README qui me revient en Markdown et que je mets en forme. Je peux voir, donc j'affiche les dependencies sous forme de cloud, qui peuvent être, si je clique dessus, je peux aller voir, je peux browser, en gros naviguer de package en package, voir toutes les versions qui ont été publiées, et puis voir la gueule du package JSON, voir la gueule du package JSON à cette époque, et un petit peu de quelques statistiques de téléchargement, et enfin la liste des mainteneurs. Donc en gros, c'est de l'affichage d'infos qui viennent de l'API. Et on peut, là on peut regarder, on peut choisir quelle version on veut afficher. Typiquement, si je reviens à React 0.03, on voit qu'à l'époque, il y avait un peu moins de mainteneurs. C'était il y a 6 years ago, c'était il y a 6 ans. Et donc, si on regarde le package JSON, il y avait aussi moins de choses. On peut regarder, et puis d'ailleurs, il y avait un peu moins de dépendance pour le builder. Donc là, ça fait, vous pouvez faire ce genre de choses. Et typiquement, vous pouvez aussi y accéder à des packages en rentrant directement à un autre package via l'URL, un peu à la. Alors si vous connaissez le site Unpackage UNPKG de Michael Jackson, qui permet de récupérer des modules, des bits du MD directement depuis NPM. Un peu ça fait comme ça. Là, vous pouvez rentrer un nom de package directement dans l'URL et vous y accédez, et même vous pouvez préciser aussi la version dans l'URL si vous voulez. Et au niveau du Markdown, j'aurais écrit aussi les liens pour les rediriger à l'intérieur de mon Markdown. J'ai cliqué là-dessus et je reviens à l'intérieur de mon Markdown. Voilà pour voilà rapidement. Ah oui, et puis truc. Et puis je parlais de mobile tout à l'heure, donc si vous allez voir, ça marche mobile, ça a une gueule à peu près correcte sur mobile. Donc, voilà. Donc je reviens. Donc j'ai abordé pourquoi j'ai fait certains choix. Pourquoi utiliser Create React App. Qui connaît Create React App? C'est une bonne partie d'entre vous, je pense. Rapidement, c'est un toolkit, c'est une solution qui permet de ne pas avoir à gérer
la config Webpack, et en gros, toute la config Webpack, la config Babel et la config Jest, enfin, tout ça est abstrait, vous n'avez pas à la gérer, et donc en gros, vous installez Create React App, et vous pouvez mettre, quand j'imagine qu'on a tous, on s'est tous fait une Webpack config, puis ensuite on l'a partagé sur un autre projet, et ensuite on l'a mis à jour sur le projet, on l'a récupéré du projet A, on l'a mis sur le projet B, puis ensuite on l'a modifié sur le projet B, et sur le projet A, il a fallu reporter des modifs sur le projet A, donc voilà. Avec Create React App, ça permet d'abstraire tout ça et de mettre à jour tout simplement les configs. L'écosystème tend de plus en plus vers des toolkits de ce genre. Il en existe d'autres, tels que Parcel ou d'autres. Et d'ailleurs, même Webpack, dans sa version 4, tend de plus en plus vers ça. C'est le zéro config. Et bientôt, il y aura ce qu'on appelle les Webpack presets, ou carrément les constructeurs de framework pourront carrément fournir des presets de Webpack pour qu'ils mettent une config préparée. Ça c'est pour un autre tour. Donc pourquoi j'ai choisi Create React App, donc c'est parce que c'est un toolkit très populaire dans la communauté React. Et si vous faites du React, il y a de grandes chances que soit vous tombiez sur une app React qui est sous Create React App ou qui a été éjectée de Create React App, et puis ou alors que vous l'utilisiez vous-même. Et le challenge par contre a été de continuer avec Create React App sans s'éjecter. C'est-à-dire, en gros, sans sortir des rails de Create React App et aller truquer la config Webpack. C'était aussi pour montrer à certaines personnes qui disaient pour faire ça, il faut s'éjecter. On peut le faire sans s'éjecter. Et de cette façon, comme ça, les personnes qui rentrent sur ce projet n'ont pas toute l'overhead d'une Webpack config et peuvent réutiliser le projet sans problème et choisir ensuite de s'éjecter ou de ne pas s'éjecter. C'est plus simple, je trouve, pour apprendre. Les limitations que j'ai rencontrées en utilisant Create React App, par contre, c'est principalement ne pas pouvoir ajouter de plugin Babel, parce que moi j'ai l'habitude, j'ai aussi ma config Webpack et j'ai l'habitude d'utiliser des plugins tels que Babel Plugin Dev Expression, si je ne me trompe pas, en gros qui permet, c'est un plugin qui reprend votre AST et qui va retirer des choses, enfin, c'est une partie des plugins qui reprend votre AST et qui va retirer des choses selon le mode production, développement, test, selon le mode dans lequel vous êtes, qui va retirer des choses qui sont plus intéressantes, telles que, entre autres, React, selon que vous êtes en mode développement ou en mode production, tous les gros warnings que vous chopez en développement, c'est avec ça qu'il les vient. Donc moi j'utilise la même chose pour donner des bons warnings en développement et pour les retirer en production. Et ça permet par exemple aussi de retirer des attributs que vous rajoutez sur des nœuds typiquement que vous utilisez quand vous testez et que vous n'avez pas envie d'envoyer en production. Donc aussi bien ça permet d'alléger votre bundle en poids, mais aussi de l'alléger
en temps d'exécution. Ça c'est un peu dommage à voir comment va évoluer Creator Impact de ce côté-là. Aussi, c'est de ne pas pouvoir aliaser des modules via Resolve Alias. D'habitude, on a accès on peut aliaser des modules de cette façon-là quand on a accès à la Webpack config. C'est très pratique quand typiquement vous utilisez un module NPM. Il y a un bug de reporter. Il y a quelqu'un qui a proposé un fixe sur une branche. Le mainteneur n'a pas encore eu le temps de reviewer le fixe et encore moins de le publier. Mais le fixe, il marche. Vous l'avez testé en local, vous avez check-outé la branche, vous l'avez testé en local, ça marche, c'est impeccable. Mais comme il n'est pas publié, vous ne pouvez pas le récupérer. Là, avec Resolve Alias, en gros, vous pouvez récupérer la branche en local et en gros, c'est l'équivalent d'un lien symbolique. Vous pouvez faire l'équivalent d'un lien symbolique en Webpack. Est-ce que c'est clair? Enfin, c'est du Webpack, hein, je pense que vous connaissez. Et autre chose, c'est la possibilité d'utiliser HTML Webpack Plugin ou Webpack Define Plugin pour injecter des variables d'environnement à la volée. Alors, on a typiquement dans Create React App, on a accès à des fichiers .env qui nous permettent statiquement de préciser les variables d'environnement. C'est là où vous mettriez une clé API, des timeout, le temps que prend un timeout, ou enfin, que sais-je, des endpoints d'API, ce genre de choses. Mais ils ne sont pas dynamiques. Moi, pourquoi je l'utilise? C'est pour me permettre d'ajouter des choses dynamiques telles que la version sur laquelle a été fait le build, la date sur laquelle a été fait le build, le git hash sur lequel a été fait le build, le lien vers le commit sur GitHub, tout ce genre de choses que je rajoute en commentaire dans l'index.html que je déploie. Je dois vous avouer que ce genre de choses, ça m'a permis de gagner du temps. En gros, typiquement, en fournissant les bundles au back-end, enfin, aux personnes qui s'occupent des déploiements, et puis ensuite on vous dit qu'est-ce qui se passe quand la petite front elle marche pas, ça déconne, et puis tu leur dis non, c'est le cache qui marche pas. En fait ce qui se passe, c'est que il y a un varnish ou un même cache qui n'a pas été flushé, et comme ça on peut leur mettre le nez dessus sans problème, et ça évite 2 heures de discussion et d'aller-retour. Là, vous avez la preuve sans problème, et c'est terminé. Et c'est pas la faute du front. Et enfin, donc Create React App permet de rajouter le support de SAS, mais on n'a pas les source maps. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà fait du SAS sans source maps. C'est assez ardos. Donc c'est prévu dans Create React App 2. C'est pour ça que c'est un peu malheureux. Alors on peut le faire en s'éjectant, hein, mais je trouve que c'est dommage de s'éjecter pour ça. Donc là, en l'occurrence, là j'ai fait du CSS in JS, ça a été une bonne introduction. Pourquoi ne pas utiliser Redux? Parce que vous pouvez ne pas utiliser Redux. Voilà. Il y a Cédana Abreuve qui a fait écrit un très bon article là-dessus. C'est qu'en gros, avait tendance
à prendre Redux, à installer Redux par défaut, quoi, comme un système de management. Le point même, il me semble que cette state était limite bannie, c'était devenu pratiquement une mauvaise pratique de faire un set state, d'invoquer un set state quelque part. Non, non, il fallait dispatcher. Non, tu dispatches une action. Non, 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 c'est. Donc en gros, il explique qu'on n'a peut-être pas besoin de Redux et que le problème c'est que les développeurs étaient devenus, avaient tellement pris l'habitude de mettre Redux et ensuite de se plaindre parce que ouais, mais à chaque fois que je dois faire quelque chose, je dois dispatcher une action et ensuite je dois modifier mon code à 3 endroits, ça fait chier, c'est merdique Redux, ça saoule. Non, c'est peut-être que tu n'en as pas besoin. Donc là, l'appli que vous avez vue, il n'y a pas de Redux. Alors je ne dis pas que je ne rajouterai pas un Redux, enfin un système de management de state général après, Redux ou Mobix, là pour l'instant on n'a pas besoin. J'ai pas le temps de tout adresser. Je vais juste parler en plus de la gestion des blocs, faire juste un petit exemple. Vous avez accès, vous verrez dans le README un peu plus bas, hein, si vous y arrivez, n'est-ce pas, hein. Et si le site s'ouvre, n'est-ce pas? Et si le site ne s'ouvre pas dans la démo, on va le lancer en attendant en mode interne. C'est quoi? DevMock. Donc en gros, vous verrez sur le site, en gros ça permet, alors, comme vous pouvez le voir ici, il y a un petit flag ici, attention, je suis en train de moquer les requêtes HTTP, et ici, je suis à une you are in mock mode, check out the console in the DevTools to monitor the mock test. C'est un super accent là, attention. Donc regardons les DevTools puisque on me le dit et que je l'ai lu. Qu'est-ce qu'on me dit? Voilà, donc en gros, là il me dit tout simplement attention, je vais moquer des requêtes, et quelles requêtes je vais moquer? /react, /v1 quelque chose, et surtout celle-là par exemple, /react. Donc là, comme vous pouvez voir, on n'a pas dans les... Je vire donc là, j'ai clear le network. Là, je vais lancer une recherche sur React. J'ai pas été assez rapide. Voilà. Donc là, j'ai quand même des résultats ici. Il n'y a aucune requête qui est partie, j'ai quand même des résultats ici. Et ce qu'il me dit dans la console, c'est que il a réussi, il a intercepté telle recherche ici. Et il me dit, voilà, j'ai envoyé une 200 et voilà la payload de retour que j'ai envoyée. Donc
si vous lisez, en gros, quand je suis en mode BOC, j'injecte pas le client normal, j'injecte le client moqué et je peux ensuite servir les mocks que j'ai enregistrés en JSON. Ça fera peut-être l'occasion d'un autre talk. Et je vous l'ai présenté rapidement pour que je pense que ça l'intéresse. Donc des choses dont j'ai pas parlé, le serveur Proxy API de développement de Create React App, Material UI avec du CSS/JS, React Testing Library qui m'a permis entre autres de tester React 16.3 et les nouvelles API alors que Ansible n'était pas encore prêt. Cypress qui est l'équivalent de Sauce Labs, enfin pas tout à fait, l'équivalent de Sauce Labs, OtherStack, qui permet de faire du test end-to-end. Et enfin, je vous conseille de lire il y a un petit article, j'ai écrit un petit article sur mon blog, justement qui explique, c'est pas long, qui explique ma démarche. Merci. Des questions? Est-ce qu'on peut revenir un peu sur Redux? Bien sûr. Hein. Vous avez dit que c'était pas forcément très utile d'avoir Redux au début. Est-ce que c'est pas plus dur d'implémenter Redux une fois que votre projet est complètement prod, fonctionnel, etc. Vous avez déjà développé beaucoup de choses dessus que l'inverse? Bonne question. Et, alors, pour ça, ce que j'ai fait, c'est que il y a un truc dont j'ai pas parlé. J'ai mis aussi Recompose, qui est un petit utilitaire fait par Andrew Clark, l'autre bonhomme qu'on connaît un peu moins que Dan Abramov, mais qui a co-créé Redux, donc qui a fait Recompose et qui est une librairie où il y a des petits utilitaires qui permettent de faire en gros plein de higher order components qui permettent de faire du en gros, pour l'expliquer simplement, qui permettent de transformer des composants fonctionnels en d'augmenter des composants fonctionnels. Typiquement, des composants fonctionnels, de leur rajouter un état interne ou de leur rajouter plein de choses. Et typiquement, j'ai plein de composants, ce qu'on appelle en Redux les dumb components, que j'augmente avec Recompose. Et lorsque je passerai à Redux, moi ce que je passe, ce ne sont que des props. Je vais faire un exemple, je pense. Ce que je passe, ce ne sont que des props. Donc là, ce que je l'ai, c'est ça. Typiquement, là, en haut, quoi. Ça c'est le composant header. Ça c'est le composant header qu'on a ici. Le composant header qui appelle le drawer. Là, comme on peut le voir, ici ce composant header, il n'a aucun état. Enfin, c'est un composant fonctionnel. Il n'y a pas de set state nulle part. Il reçoit en props un toggle drawer. Un toggle drawer, typiquement, on pourrait imaginer que ce soit une action Redux, et qu'en Redux, on ait un état plus tard au-dessus, on est une action, ça ce soit une action
qu'on dispatche et qu'au-dessus on est dans l'instant un true ou false de drawer, il est open ou pas. Ben, l'intérêt c'est qu'avec avec les composes, ici, je peux pas bien zoomer, parce que c'est tout niveau. Avec les composes, en gros, j'augmente ce composant header, je lui donne un état et je lui injecte une props qui va permettre de traiter cet état. Et lorsque je passerai à Redux et que je mettrai l'état de ce drawer dans Redux pour pouvoir le manipuler depuis l'autre bout de l'application, et ben, plutôt que d'avoir ce higher order component, j'aurai un connect qui viendra de Redux et je lui passerai la slice de master Redux et voilà. Et j'ai fait ça pour la majorité des composants dans la vue, dans l'optique justement de faire ça. Seulement, il y a les composants, smart des containers qui, eux, par contre, ont un état et donc font du set state. D'autres questions? Non? Ben, merci. Merci Christophe, on va enchaîner avec Maxime. Tout d'abord, je voudrais remercier tout le groupe pour nous accueillir ce soir. Et ensuite, je voudrais commencer par vous poser une petite question. Est-ce que vous êtes ponctuel? Oui. Pas au travail, donc j'entends, parce que voilà, il y a des collègues et tout. Mais dans la vie perso, est-ce que... Allez, à qui c'est déjà arrivé d'être en retard à un rendez-vous? Et aujourd'hui. Faut te calmer, toi. Moi, ça m'arrive tout le temps, personnellement. Et en fait, ça m'est arrivé pas plus tard que l'autre jour. Je devais aller rejoindre des potes pour dîner dans un resto qui s'appelle les Deux Oliviers, à côté du Jardin du Luxembourg. Je vous le conseille, il est très bien. Sauf que, fatalement, j'étais à la bourre et je me retrouve à organiser la fin de ma soirée dans le métro. Donc là, j'ai deux problèmes. Le premier, c'est que j'ai pas invité Géraldine et que je lui avais promis que j'inviterais. Et le deuxième, c'est que j'ai pas fait la réservation sur La Fourchette pour avoir la petite réduction. Du coup, je me retrouve mal, mais bon, je dégaine mon portable et je me dis, je vais envoyer un petit WhatsApp à Géraldine. Je lui envoie le WhatsApp dans le métro. Et voilà ce que je vois. Cette petite horloge là, qui me fait me dire que bon, ok, elle a peut-être pas reçu le message tout de suite, mais dès que je vais récupérer de la connexion, elle sera au courant et elle va pas m'en vouloir. Ensuite, j'ouvre La Fourchette et j'essaie de réserver, sauf que là, je tombe sur ça et ça m'aide pas beaucoup. Mais bon, je vous rassure, je m'en suis sorti. Cependant, je me suis posé la question à ce moment-là, comment ça se fait? Ces deux applis, elles ont des armées de développeurs derrière. Comment ça se fait en fait le online? Comment on le met en place? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça se fait avec React Native, qui est un produit avec lequel je bosse tous les jours? Bonsoir, du coup, je m'appelle Maxime Saraiki et je suis architecte développeur chez BAM, une boîte qui a pour objectif de faire des applications qui déchirent pour répondre à des vrais problèmes business. Et récemment, j'ai dû développer une appli mobile pour permettre à des utilisateurs de faire de la location de véhicules en libre service. Et du coup, il a fallu que je me débrouille pour qu'ils puissent faire leur état des lieux dans les parkings. Donc, ça m'a un peu accompagné pour chercher comment implémenter ça avec React Native. Et puis, ce soir, je vais vous raconter un peu ce qui m'est arrivé et ce que j'ai pu découvrir. Donc déjà, ça veut dire quoi, offline? À quoi va falloir faire attention? Il y aura trois trucs. Le premier, c'est qu'il va falloir gérer les problèmes, parce qu'en fait, il y aura toujours des problèmes. Il y a des gens qui sont dans le métro et des gens qui sont dans la campagne, il faudra les aider, quoi. Le deuxième, c'est qu'il va falloir pouvoir permettre aux gens de lire des données. Et bon, le troisième, permettre aux gens d'écrire des trucs sur notre serveur pour pouvoir prendre en compte leur retour.
commencer par le plus simple, il faut gérer les problèmes. Et donc pour ça, je vais vous parler de defensive design. Le defensive design, ce que ça veut dire, c'est je me prépare à tout et j'ai un plan B si jamais il se passe un problème. Donc pour ça, je vais vous parler des deux cas principaux qui sont un peu faciles à gérer. Le premier, c'est l'état de chargement. Donc en fait, il y a plein de moments où on n'a pas de connexion, ou une mauvaise connexion, on est en train de charger, et là on ne veut pas que notre utilisateur ils se disent qu'est-ce qui se passe, ça ne marche pas. Du coup, il y a plusieurs stratégies que j'ai pu identifier. La première, c'est celle de Facebook, qui vous met le layout final de ce que vous vous attendez à voir. Du coup, vous dites, bon, il y a un truc en train de se passer, je sais qu'il charge et tout, mais je vois quand même ce à quoi je m'attends, et du coup, je ne suis pas surpris. La deuxième stratégie, c'est la stratégie de Slack, qui est aussi celle de Postman, qui est de distraire l'utilisateur. Donc en fait, là, on vous met une petite phrase philosophique, vous n'avez pas votre truc, mais en tout cas, vous pouvez réfléchir là-dessus. C'est intéressant. Le deuxième état contre lequel il faut vous protéger, c'est l'état blanc. Il n'y a rien affiché pour le vrai. L'utilisateur, dans son état, il n'y a rien. Et là-dessus aussi, il y a deux stratégies possibles. La première, c'est l'aider le plus vite possible à retourner à la normale. Donc là, on a fait Facebook qui me dit d'aller trouver des amis parce que j'ai rien à voir. Et la deuxième stratégie, c'est la stratégie de hijack. C'est-à-dire que l'utilisateur, il avait un objectif, mais en fait, on va le détourner de son objectif et il n'a pas internet, mais quand il ouvre Chrome, il a le petit dinosaure et puis bon, il passe 5 minutes à jouer avec et il ne se rend pas trop compte qu'il est en galère. Donc ça, c'est pour la partie defensive design, comment on est sûr que notre appli, elle ne donnera jamais l'impression de ne pas marcher. La lecture. Alors là-dessus, on parlait un petit peu de gestion du state applicatif. Moi, je connais surtout Mobix et Redux, donc je ne vais pas parler d'autre chose. Mais déjà, si vous installez Mobix et Redux sur vos projets, vous allez avoir des trucs qui vont venir tout de suite. La première chose, c'est que dans votre application, vous allez avoir de la persistance de données. C'est-à-dire que vous avez travaillé sur la première page, il y a eu des calls qui ont été faits. Si ceux-là, ils ont marché, vous pouvez vous balader dans l'appli, plus rien ne marche, c'est pas grave, vous avez quand même vos data qui sont dans le temps. La deuxième chose, c'est que si vous mettez votre appli en background, vous changez d'appli, vous allez ailleurs, pareil, il va les garder. Troisième point qui est hyper important pour leur ligne, c'est que le fait d'avoir un management de state applicatif centralisé, ça va vous permettre de faire de la gestion de tout ça beaucoup plus rapide, parce que vous n'allez pas avoir besoin d'aller checker dans tous les composants que ces trucs-là ils sont bien peuplés, etc. Ok, c'est bien gentil, mais bon, qu'est-ce qui se passe quand je peux vraiment pas, quand j'ouvre mon app pour la première fois et que là j'ai pas de data? Et bah du coup, React Native nous permet de stocker des données dans le local storage du téléphone. Ça s'appelle Async Storage. Ça, c'est l'utilitaire de React Native qui permet de gérer ça. En simple, il y a trois méthodes à connaître là-dedans. SetItem, je stocke un truc. GetItem, je récupère un truc. RemoveItem, je l'efface. Il y en a plein d'autres, mais avec ça, déjà, vous pouvez aller loin. Je vous parle de 2-3 autres trucs parce que c'est des trucs qui m'ont beaucoup aidé justement sur ce projet. Notamment, on se parle des états des lieux hors ligne. Il fallait télécharger des images de dommages au moment où on avait de la connexion et pouvoir les montrer quand le gars est dans le parking. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé du prefetching d'images en utilisant la librairie React Native Fast Image. Ça, ce que ça vous permet de faire, c'est à l'ouverture de votre app, télécharger tout un tas d'images que vous allez pouvoir après displayer à d'autres endroits dans votre app qui seront préchargées et cachées. L'autre chose qu'on a utilisé à certains moments quand on échangeait avec d'autres partenaires, c'est Frisbee. C'est une alternative à Fetch qui, je trouve, permet d'avoir une meilleure gestion du caching web comme on le connaît quand on fait du web, c'est-à-dire s'intéresser au header des requêtes, voir le maxage, l'expiration, pouvoir gérer un peu les informations qui sont périmées. Et tout ça, il le fait automatiquement, il suffit de lui donner une stratégie de caching et il gère ça. Dernier petit point sur Realm, qui est une alternative à l'Async Storage et qui est un peu plus rapide. Alors je vous dis juste 2 mots là-dessus, parce que j'ai gardé leur petit benchmark. Ça, c'est le nombre d'insertions qu'on peut faire en 1 seconde en utilisant Realm, SQLite ou Async Storage. Et en fait, pour l'insertion, les comptes, les queries sur iOS et sur Android, c'est vraiment quelque chose qui permet de gagner du temps si vous êtes dans une dynamique de offline, et que vous avez vraiment beaucoup de data à stocker tout le temps parce qu'en fait votre appli elle doit marcher tout le temps. Ok, donc là on a réussi à stocker des données, mais bon, s'il faut le faire à chaque observable de tout notre store, c'est un peu long. Du coup, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Alors là, je vais vous présenter que la solution sur Redux, parce que sur Mobix, j'ai pas encore trouvé de solution intéressante si vous en avez. Je suis chaud. Du coup, Redux Persist, c'est quelque chose qui vous permet de gérer automatiquement la persistance de tout votre store et l'hydratation de ce store à partir du local storage à l'ouverture de votre appli.
Ça se met en place super facilement, c'est un enhancer à mettre au démarrage au moment où vous créez votre store Redux, et ça gère tout seul. Et vous pouvez même lui définir une whitelist d'objets qu'il peut stocker, ou une blacklist d'objets que vous voulez surtout pas stocker, parce que c'est important de les récupérer à chaque fois. Je vous parle de deux petits outils qui m'ont aidé là-dedans. Il y a Redux Persist Compress qui permet de compresser la quantité de données que vous voulez stocker avant de la stocker, parce qu'on n'a pas toujours une place illimitée sur les téléphones. On n'a pas toujours envie que nos utilisateurs aient plus de place sur leur téléphone non plus. Du coup, c'est un bon atout. Deuxième truc, Redux Persist Migrate, puisque à partir du moment où vous commencez à stocker beaucoup de data dans votre local storage, vous allez avoir des schémas qui peuvent évoluer, surtout si vous devez se développer en agile, comme je pense beaucoup d'entre nous. Vous allez faire des mises à jour de votre appli avec code push, ça va peut-être changer un peu le format des data que vous attendez dans votre app. Si dans la sync storage il y a un truc qui n'est pas adapté, ça peut mal se passer. Donc grâce à Redux Persist Migrate, vous pouvez créer des petites migrations de votre local storage et tout se passe bien. Pour l'utiliser avec Realm, c'est un peu plus compliqué parce que ce truc-là, il est vraiment designé pour marcher avec la sync storage. Donc il faut que son remplaçant, si vous lui donnez, il ait les méthodes setItem, getItem, removeItem. Bon, c'est pas très compliqué de faire un petit pont, mais ça demande un petit travail en plus. Dernière chose, c'est hyper important, il faut que votre utilisateur il soit au courant. Parce qu'en fait, avec tout ça, vous allez lui donner l'impression que l'appli elle marche du tonnerre. Donc il y a plein de cas où c'est pas grave, mais par exemple si cette personne-là elle attend un virement de son meilleur pote et qu'en fait elle ouvre son application, elle a l'impression que tout marche bien parce qu'elle a ses data offline et qu'en fait elle n'a pas de récupération d'infos, donc elle va commencer à s'engueuler avec son pote parce que voilà, il n'a pas fait le virement, alors qu'en fait tout fait bien quoi. On a envie de dire à l'utilisateur, je sais, je te donne l'impression que tout marche bien, mais en fait, il faudrait mieux que tu trouves Internet. Donc pour ça, vous pouvez utiliser les utilitaires qui viennent directement avec React Native, comme NetInfo. C'est un event listener à mettre sur un certain événement, puis mettre à jour un truc dans votre store qui vous dit si vous êtes connecté ou pas. Et en fonction de ça, vous affichez un toaster. Dans mon annexe, j'ai des petits exemples de code, je préfère vous le montrer que si vous me demandez. Autre chose, en utilisant d'autres outils comme Redux Offline ou Redux Saga Network Status, vous pouvez faire un truc un petit peu plus sympa qui est, au lieu de se baser sur la connaissance que le téléphone a lui-même de sa connexion, vous allez pouvoir lui définir un endpoint à partir duquel il va définir s'il est connecté ou non. Par exemple, vous lui donnez une route sur votre serveur, et lui il va taper cette route, s'il n'arrive pas à avoir une 200, il va considérer qu'il est hors ligne. Donc typiquement, dans pas mal de cas, vous en fichez un peu d'être hors ligne ou pas, ce que vous voulez c'est que votre appli elle communique avec votre serveur, donc si ça ne communique pas, autant lui dire que vous n'arrivez pas à communiquer. Ouais, React Native Dropdown Alert, c'est la petite librairie que je vous montre là parce que je l'aime bien. Elle est facile à utiliser et je trouve qu'elle donne un effet sympa. Bon, ok pour la lecture. À vrai dire, je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui ont déjà dû implémenter ce genre de truc, ou en tout cas qui l'ont déjà vu dans des applis. L'écriture, ça devient un petit peu plus intéressant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du design optimiste. Il y a deux stratégies encore là-dedans, je vous donne deux exemples. Donc toujours l'exemple de WhatsApp dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui eux jouent vraiment la transparence. Égal, je te dis pas non plus que tout s'est bien passé, je te dis que je vais le faire. T'inquiète pas, tu peux me faire confiance, mais c'est pas fait. Contrairement à Facebook qui eux vous mentent et vous disent t'inquiète, c'est fait. Le like il est parti sur les serveurs, tout le monde est au courant. Sauf qu'en fait si vous ouvrez votre navigateur web à côté, vous n'avez pas le like tout de suite. Éventuellement il y a peut-être d'autres problématiques, mais en tout cas en réalité le call n'est jamais parti et eux ils vont jamais vous dire que c'est pas parti. De toute façon ça repose quand même sur le même principe qui est celui-là. Alors comment ça marche? En fait au moment où vous faites une action et que l'application détecte qu'elle est hors ligne, vous allez stocker cette action dans votre store et dans la sync storage puisque vous voulez qu'elle soit toujours disponible si l'utilisateur ferme son app. Dès que vous récupérez une connexion, notamment grâce à cet event listener dont je vous parlais là, vous le détectez, vous allez commencer à exécuter toutes les actions qui sont dans votre queue en prenant la première qui a été rentrée pour l'exécuter puis celle d'après. Et là, il va falloir prévoir deux cas de figure. Soit le call va réussir, auquel cas, si vous avez fait du design optimiste, normalement vous avez déjà changé toute l'info dans l'appli, donc vous n'avez qu'à rien faire. C'est bien passé. Dans le cas de WhatsApp, par exemple, vous allez transformer la petite horloge en check. Parce que ça y est, maintenant c'est passé. Par contre, potentiellement, le call, il n'a pas marché. Et dans ce cas-là, il faut que vous ayez prévu ce qu'on appelle une action de rollback, qui va aller changer la modification que vous avez fait en front pour donner à votre utilisateur l'impression que c'était bien passé. Au passage, si vous pouvez le prévenir, ça peut être intéressant. Du coup,
moi j'ai dû, la première fois que j'ai fait ça, je l'ai implémenté tout seul. On a fait une queue dans Redux, on a fait un truc à part, une partie du store qui servait que à ça. Ça se fait assez bien, mais c'était quand même long. Et depuis, j'ai découvert ça. Je ne sais pas si vous connaissez, Redux Offline. C'est top. En fait, ils ont implémenté toute cette complexité de leur côté. Donc vous, en fait, la seule chose que vous avez à faire, c'est qu'au moment où vous créez vos actions, vous leur donnez un type, un payload, et ce petit flag méta qui vous permet de définir un effet, donc le truc qui va être exécuté tout de suite quand l'utilisateur va display l'action, un commit, donc qu'est-ce qui se passe quand j'ai vraiment réussi à avoir un retour de mon serveur qui me dit oui bien sûr que c'est bien passé, et un rollback qui va être encore une autre action de Redux que vous allez avoir bien configuré pour qu'avec la payload initiale, il arrive à se remettre dans l'état dans lequel vous voulez être. Là, en plus, dans Redux Offline, il y a ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de pouvoir connaître son état de connectivité grâce à un endpoint custom. La persistance de data, c'est inclus, donc je persiste, plus besoin avec ça, dans tout en compte quoi. Et récemment, ils ont enfin développé des choses qui permettent de marcher avec Saga. Au début, c'était un peu compliqué, moi j'avais pas trop réussi à m'en servir la première fois. Récemment, ils ont développé le truc qui fait qu'il n'y a pas de souci. Donc je vous encourage vivement à l'utiliser. Je vous parle aussi d'un autre truc, parce que cette année on entend pas mal parler, enfin peut-être qu'il y a des gens d'entre vous qui ont entendu parler avant, mais cette année on entend beaucoup parler de GraphQL. On a Apollo Client qui permet facilement d'implémenter du GraphQL dans une application React Native. Et en fait, il y a aussi une solution pour les gens qui n'ont pas envie d'utiliser Redux et qui vont se contenter d'Apollo. C'est qu'en fait, Apollo, à chaque fois que vous faites un call, vous pouvez lui définir une optimistic response. Ce que ça fait ça, c'est qu'en fait, ça va exécuter la réponse avant même d'avoir la réponse de votre serveur. Et c'est cool, mais ça ne gère pas vraiment le côté queue d'action qui va après être envoyé au moment où vous récupérez de la connexion. Donc Apollo, il gère pas mal le fait d'être optimiste, mais pas trop le fait d'être digne de déficit. Du coup, pour ça, on a AWS qui a développé AWS AppSync Offline Link. Donc là, c'est vraiment très très petit, mais et juste pour vous montrer, je ne vais pas vous montrer tout le truc, parce qu'en fait, de toute façon, ça, je ne l'ai pas utilisé. J'ai découvert récemment qu'ils avaient développé ça. Mais ça marche un peu de la même façon. On a toujours cette logique d'effet, de commit et de rollback. Sauf que bon, bah là, ça se plug à votre Apollo, et derrière, ça peut marcher avec GraphQL sans que vous ayez besoin de galérer avec la sync storage. Il reste une question. C'est ok, donc là on a géré la lecture dans notre appli, on a géré l'écriture dans notre appli, notre utilisateur il peut attendre 1 heure ou 2, puis le call va partir, il n'y a pas de souci. Par contre, qu'est-ce qui va se passer si j'ai deux utilisateurs qui ont modifié le même objet et que ces deux appels ils sont résolus à un moment qui n'a aucun rapport avec le moment où ils l'ont vraiment fait, puisque c'est le moment où ils récupèrent la connexion? Et c'est une très bonne question. Je pense que c'est un problème assez compliqué. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a cette librairie qui s'appelle AutoMerge, qui permet en fait qui va en fait trouver une résolution du conflit. Donc ce ne sera pas forcément celle qu'il vous faut. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont regarder les deux entrées, ils vont choisir là-dedans d'une manière un peu particulière, parce qu'en gros ils comparent deux UID et ils sélectionnent un des deux parce qu'il est plus grand qu'un autre selon une règle. C'est pas trop ça l'important. Ce qui est important, c'est qu'ils vont vous envoyer une valeur qui a été résolue pour la data qui vous intéresse. Et dans le cas où il y a un conflit, ils vont vous rajouter dans une petite clé conflit. Ah, il y avait aussi ce truc là que j'aurais pu mettre, mais alors du coup, bon, j'ai mis celui-là, à toi de voir derrière. Donc vous, derrière, vous pouvez analyser s'il y a des conflits qui ont été résolus sur cet objet-là et implémenter une règle métier derrière. Je dis pas que ça va sauver tous vos problèmes, mais je pense que c'est quand même bien moins dangereux que de rien avoir pour gérer les conflits. Donc pareil, j'ai trouvé ça, je me suis dit que c'était intéressant. En fait, c'est tout pour moi. Donc si vous avez des questions sur comment on a pu implémenter tous les outils dont je viens de vous parler, je suis preneur. Donc si vous avez des recommandations sur Mobit. Voilà. Qui montre comment on utilise Redux Compress avec Redux Persistent. Alors là, j'ai pas de bout de code qui montre comment on l'utilise, mais leur documentation est assez claire. En fait, tu peux appeler Redux Persist Compress au moment de la persistance de ton store, et il s'occupe de tout. Mais non, je suis désolé. Je
retiens pour la prochaine. On peut parler de Saga. Ça fonctionnerait comment avec Saga? En fait, justement, à l'époque, ce qui était problématique, c'est que quand tu faisais une saga et que tu essayais d'émettre une action à la fin pendant une de tes sagas, elle n'était pas interceptée par Redux Offline. Du coup, lui, il gérait rien du tout quoi, de Q. Récemment, ils ont fait en sorte que quand tu mets ces deux enhancers l'un après l'autre, tu crées ton store, en fait, tous les événements, même ceux renvoyés par d'autres enhancers, en tout cas saga, parce qu'ils étaient demandés par la communauté, ils arrivent à l'intercepter et ils s'en occupent. Concrètement, c'est toujours le même fonctionnement, c'est vraiment un enhancer à mettre à un endroit, une stratégie de retry, j'ai beaucoup parlé de ça, une stratégie de retry à mettre en place, parce qu'en fait, Redux Offline, il faut que vous lui disiez combien de fois il doit essayer avant d'arrêter. C'est-à-dire que lui, si vous lui dites rien, a priori, il va essayer, puis tant il va rollback, mais si jamais il n'arrive pas à contacter le serveur, il va juste jamais s'arrêter. Donc en fait, si tu lui définis une stratégie de retry qui est essaye une fois, attends 10 minutes, essaye une autre fois, attends 100 minutes, puis bon, là, rollback parce que ça marche pas, tu rajoutes juste cette configuration dans ton enhancer, après Redux Saga, et merci beaucoup en tout cas pour votre attention.